Le lendemain, 19 juin, après avoir laissé les chevaux à l'auberge de Stapi, Hens nous attendait avec des vivres, des pioches et des bâtons ferrés. Ajoutés à nos échelles de cordes, nos gourdes et nos bobines électriques, nous étions parés pour le grand jour. Ce n'est rien, ce n'est qu'un geyser. Oh, mais professeur, ces geysers et toutes ces vapeurs blanches que l'on voit sortir du sol, Des fumerolles, oui, eh bien, ce sont les signes d'une activité volcanique, non? absolument. Oh, mais alors, c'est de la folie de vouloir atteindre le centre du globe. Au contraire, ces fumerolles prouvent que nous n'avons rien à craindre. Si une éruption se préparait, on ne les verrait pas, car les gaz seraient aspirés par les cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du sol. Tant que ces vapeurs sont visibles, nous sommes tout à fait tranquilles. Alors Axel, t'es rassuré? Tu parles. En revanche, mon oncle, je ne vois toujours pas la moindre trace de végétation. À défaut d'arbres, vous avez vu cette colonne là-bas? Dans la plaine? C'est sûrement une colonne basaltique. Ces constructions naturelles sont très fréquentes en Islande. C'est curieux, on dirait qu'elle bouge. Mistur! Mistur? C'est le nom islandais? Mais c'est pas une colonne de pierre, c'est une tornade! Et elle est en train de se diriger droit vers nous. Vite! Suivons Hens! En fait de basalte, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de pierres ponces pulvérisées. Oh, plus vite, professeur. Continuons à monter pour nous mettre à l'abri, ou c'est nous qui allons être pulvérisés. Nous voici enfin dans la bouche du volcan. Le cratère était un cône renversé, d'environ 2500 mètres de diamètre. Au fond, s'ouvraient 3 cheminées béantes. Laquelle de ces cheminées mène au centre du globe? Le Scartaris, Marguerite. C'est l'ombre du Scartaris qui va la désigner. Quand le soleil voudra bien se montrer, car pour l'instant, le ciel est complètement bouché. Eh bien, en attendant, mangeons. Voici la viande séchée. Et les biscuits. Bon appétit. Nous passâmes la nuit retranchés derrière les remparts du cratère. La couche était dure, la situation fort pénible. Cependant, pour la première fois depuis notre départ de France, je dormis d'un sommeil paisible. Axel! Axel, lève-toi! Lève-toi! Viens voir! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les nuages sont partis. Regarde tous ces glaciers et ces montagnes couvertes de neiges éternelles. Quelle vue magnifique! Tu crois vraiment qu'elles sont éternelles? Qui peut le dire? Mais qu'est-ce que vous faites planter là? Ça n'est pas de ce côté qu'il faut regarder. C'est ce pic, voyons. Le Scartaris! Son ombre va bientôt s'étirer. Le soleil déversa peu à peu ses rayons dans le cratère. L'ombre du Scartaris se dessina avec netteté et se mit à tourner lentement, comme le stylet d'un immense cadran solaire. C'est là. C'est la cheminée centrale. À main. En avant. Alors Axel, tu ne les suis pas? Oh, descendre dans un tromblon quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, c'est du délire. Eh bien moi, j'y vais. Mais, Marguerite, tu es sûre? Tu ne préférais pas plutôt
herboriser à l'extérieur. Je peux rester avec toi si tu veux. Herboriser quoi? Il n'y a que des pierres et de la poussière ici. Allez, viens. Bon... Hans attacha une échelle de corde à un bloc de lave et le professeur la jeta dans la cheminée. Ils descendirent l'un après l'autre. Vas-y Axel, à toi. Attends, je vais t'aider. On va le faire ensemble. Là, je me mets en face de toi. Ne regarde pas en bas. Garde les yeux sur moi et suis mes gestes. D'accord? Pose ta main sur la mienne. Voilà, comme ça. Un échelon après l'autre. Ça va? Oui. Et voilà. Heure 11h17. Pression atmosphérique 29 pouces. Température, tu notes Axel? Oui, professeur. Température 6 degrés. Température... Direction... 6 degrés, direction... Est-sud-est. Est, sud-est... D'après le baromètre, cette cheminée s'arrête à peu près au niveau de la mer. Autrement dit, nous ne sommes pas encore entrés d'1 pouce dans les entrailles de la Terre. Et maintenant, le vrai voyage commence. Det är en magisk lukt. Non, rien de magique là-dedans, Hans. C'est ce qu'on appelle une bobine de Ruhmkorff. Une sorte de lanterne électrique. Electric Lock. Tenez. Eh bien, prenez la deuxième. Ah, tack. C'est la première fois que je vois Hans sourire depuis notre départ. Le professeur a visiblement trouvé comment l'amadouer. En route. Vous avez vu tous ces scintillements? On dirait que les génies du gouffre illuminent leur palais pour nous accueillir. Ce ne sont que des cristaux de quartz. Et là, professeur, regardez ces schistes. Ils sont striés de filons métalliques. Du cuivre peut-être, ou bien du manganèse. Bah, tu en verras d'autres. Allons, marchons. 2 heures après le départ, le thermomètre ne marquait encore que 10 degrés. Cela me laissait penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Halt! Nous sommes arrivés à l'extrémité de la galerie. Et à l'entrée d'un carrefour. Quel couloir devons-nous prendre? Celui de droite ou celui de gauche? Je me le demande. Oh bah, et puis inutile de tergiverser. Vous voyez cette pièce? Pile, on prend le couloir de gauche, face, celui de droite, c'est d'accord? Quoi? Mais professeur, nous n'allons pas jouer notre destin à pile ou face. Le hasard n'est qu'une autre forme de la nécessité, Axel. Axel, tu as vu ces strates dans la roche? Oui. Ce sont les grès et les calcaires que les sédiments des eaux ont formés il y a 400 millions d'années. Nous sommes en pleine époque silurienne. La période où sont apparues les premières plantes et les premiers animaux? En d'autres termes, nous quittons la route des laves. Par conséquent, on s'éloigne du centre de la Terre. Il faut tout de suite prévenir le professeur. Oncle Octave! Quoi? Qu'y a-t-il? Nous avons pris le mauvais chemin! Comment cela? Regardez ces parois, professeur. Ce n'est plus de la roche volcanique. Et ce couloir calcaire ne peut pas conduire au foyer du Sneffels. Ce qui est sûr, c'est que je préférerais descendre par le rayon terrestre plutôt que glisser le long de l'hypoténuse. Il ne veut rien entendre. Regarde! Une coquille! Oh! C'est un fossile de trilobite. Et là, des ammonites. Oh! Cela confirme notre hypothèse. Ce n'est pas seulement dans la Terre que nous nous enfonçons, c'est aussi dans le temps. Après quelques heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les murs diminuait sensiblement. Je me demande où nous en sommes sur l'échelle géologique. En tout cas, cette galerie a un drôle d'aspect. Mais... ma main... elle est toute noire. Oh!
Nous nous trouvons dans une mine de charbon. Mais une mine sans mineurs. Comment s'est-elle formée? Allô, Axel, tu as oublié tes leçons de géologie? Souviens-toi qu'il y a 350 millions d'années, la Terre se recouvrit d'immenses végétations qui, une fois mortes, furent peu à peu recouvertes de boue et de sable. Alors la chimie naturelle fit son œuvre. Les débris végétaux se transformèrent en tourbe d'abord, puis sous l'effet des gaz, ils subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon, qu'une consommation excessive doit pourtant épuiser en moins de 3 siècles si les peuples industriels n'y prennent garde. En effet. Mais ces richesses ne seront jamais exploitées, comme toutes les autres qui nous entourent. Elles sont enfouies si profondément que personne ne pourra les en arracher. Elles resteront probablement intactes jusqu'aux dernières heures du monde. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le charbon qui va nous manquer, c'est l'eau. Nous avons déjà consommé la moitié de nos réserves et nous n'avons encore vu aucune source souterraine. Sois tranquille, Axel. Nous trouverons de l'eau, et plus qu'il n'en faut. La nature de la roche le veut ainsi. Mais quand, mon oncle? Bientôt. D'après mes calculs, nous sommes déjà à près de 1500 mètres au-dessous du niveau de la mer. 1500 mètres, mais le thermomètre indique seulement 15 degrés. Selon le gradient géothermique, il devrait faire actuellement au moins 56 degrés. Eh bien, le gradient géothermique se trompe. Profitons plutôt de cette douceur pour nous arrêter là et dormir un peu. Nous devons reprendre des forces avant de poursuivre notre exploration. Les jours suivants, nous continuâmes notre descente. Ainsi que je le craignais, l'eau fit bientôt tout à fait défaut. Il fait de plus en plus chaud. Tu dois être enfin satisfait, Axel. C'est bon signe. Cela veut dire que nous nous rapprochons du sang. Mais professeur, sans eau, c'est de la folie de continuer ainsi. Oh, Marguerite, ça va? Oui, j'ai juste trébuché. Tiens, prends ma gourde. Il me reste un petit fond. Professeur, nous devons faire demi-tour et ressortir du volcan, ou nous mourrons tous de soif dans cet abîme. Il n'en est pas question. Mais enfin, vous n'allez quand même pas laisser Marguerite agoniser sans rien faire. Marguerite, te sens-tu capable de continuer? Oui, mon oncle. Tu entends, Axel? Apprends donc de ma nièce le sens du mot courage. Professeur, ça n'est pas une question de courage, c'est une question de vie ou de mort. Eh bien, pars! Eh bien, partez tous les deux avec Hans. Je continuerai seul. Mais vous êtes fous! On va pas vous abandonner ici! J'ai commencé ce voyage. Je l'accomplirai jusqu'au bout ou je ne reviendrai pas. Allez-vous-en! Stille! Lutte. Van. Vant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'eau? Nedad. Suivons-le! Hans a raison. Il y a un fleuve souterrain qui circule autour de nous. Un fleuve. Tu entends ça, Marguerite? Un fleuve. Mais où est-il? Der. Bagved. L'eau coule derrière cette paroi. Vite, les pioches! Quoi? Mais on va quand même pas attaquer la roche. Si on provoque un éboulement, on va tous finir écrasés, ou bien le torrent va nous submerger. Axel, enfin, il faut savoir. Tu veux de l'eau ou pas? D'accord. Allons-y. J'ai tellement soif que je pourrais boire un océan entier. Elle est brûlante! Oh, n'importe. Elle va nous désaltérer. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous trouvez pas qu'elle a un petit goût d'encre? Normal, c'est de l'eau ferrugineuse. Excellent pour l'estomac. Remplissons l'outre et les gourdes. Puis nous reboucherons cette ouverture. Il ne faudrait pas laisser cette précieuse eau se perdre. Laissons-la couler plutôt. Elle descendra naturellement vers le centre de la Terre et nous rafraîchira en même temps qu'elle nous guidera, comme un fil d'Ariane. Pas bête.
Avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison de ne pas réussir dans notre entreprise. En avant! Pendant plusieurs jours, nous avons continué à descendre sans plus souffrir de la soif. Le ruisseau coulait à nos pieds comme un génie familier, nous guidant à travers la terre. Le professeur Dubroc s'arrêtait régulièrement pour prendre des mesures. Je vais pouvoir, au retour, tracer une carte précise de notre voyage. Axel, quelle est la direction indiquée par la boussole? Est car sud-est. Bien. J'en conclus que nous avons fait 410 km depuis notre point de départ. Mais alors, nous ne sommes plus sous l'Islande? En effet, nous avons dépassé le cap Portland et nous nous situons maintenant en pleine mer. L'océan Atlantique se trouve au-dessus de nos têtes. Et dire qu'une tempête s'y déchaîne peut-être en ce moment. Sois tranquille, Marguerite. Elle ne parviendra pas à ébranler notre muraille. Mais revenons à nos notes. D'après mes observations, j'estime à 65 km la profondeur atteinte. 65 km, mais c'est l'extrême limite de l'épaisseur de l'écorce terrestre. C'est exact. Il devrait logiquement faire une chaleur de plus de 2000 degrés. Le granit ne pourrait pas rester à l'état solide. Il serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories. Ah, il n'empêche qu'à ce rythme-là, nous allons mettre plus de 5 ans avant d'atteindre le centre du globe. Ah non, au diable tes calculs. Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but? D'ailleurs, ce que nous faisons là, un autre l'a déjà fait. Et où il a réussi, nous réussirons à notre tour. Allez, en avant! Pendant plusieurs jours, des pentes plus rapides nous menèrent profondément dans le massif interne. Je marchais devant, m'éclairant avec l'une des 2 bobines de Ruhmkorff. Hans avait gardé l'autre. Cependant, professeur, sans contester le caractère avéré du voyage de Saknussemm, vous savez comme moi qu'au XVIe siècle, ni le baromètre, ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc le savant islandais a-t-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Professeur? Marguerite? Vous êtes là? Aurais-je marché trop vite? Ou bien, ils se sont arrêtés en route? Professeur! Hans! Oh, voyons, un peu de calme. Puisque j'étais devant, il suffit de revenir sur mes pas. D'ailleurs, comme l'a dit Marguerite, je ne peux pas me perdre. En remontant le ruisseau, je retrouverai forcément la trace de... Mais où est-il? Oh, j'ai dû bifurquer sans m'en apercevoir dans une autre galerie. Ouais! Marguerite! Professeur! Rien. Et ma lampe qui faiblit. Oh, je vais être enterré vif ici. Hé, si on retrouve un jour mon corps fossilisé, je me demande ce qu'en penseront les savants du futur. Oh, ma chère Marguerite. Je ne te reverrai donc plus jamais. Qu'est-ce que c'est? Encore les trolls? Oh, voilà que j'ai des hallucinations maintenant. Non, on parle vraiment. Hans, c'est Hans qui échange avec le professeur. Mais si je les entends, ils peuvent m'entendre aussi. À moi! Je suis là! Axel! Le son semble arriver par la galerie même. Le mur de granit doit conduire les ondes sonores comme le fil conduit l'électricité. Peut-être qu'en parlant au plus près de la roche. Marguerite! Professeur! Axel! Où es-tu? Perdu! Axel! Mon pauvre Axel! Garde courage! Axel, écoute-moi. Je vais calculer la distance qui nous sépare en comptant les secondes que mettent nos voix à nous parvenir mutuellement. Marguerite va crier ton nom. Réponds-nous dès qu'il te parviendra. Compris? D'accord! Axel! À moi! 4 secondes. Le son met donc 2 secondes à monter. À 340 mètres par seconde. Cela fait 680 mètres. 680 mètres. Hé, c'est pas si loin. Entendu. Je vous rejoins. Marguerite, j'arrive.